À quoi associez-vous l'Inde? Question surprenante sur une chaîne dédiée à l'espace, non? Mais ce n'est qu'à première vue, de façon superficielle. Pour beaucoup, l'Inde, c'est l'état libre et décontracté de Goa avec la douceur de l'océan Indien et ses hippies éternellement enivrés. Pour les plus jeunes, ce sont les histoires de Kipling sur Mowgli et Rikki Tikki Tavi. Et les anciens, essuyant une larme discrète, se souviendront des chants déchirants du film Zita et Gita. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde dans un tout autre contexte. Il s'avère que le pays des éléphants et des vaches sacrées est devenu le seul État sur la planète à avoir envoyé vers Mars la mission interplanétaire la moins chère de toute l'histoire de la conquête spatiale. Au moment où je dis cela, quelque part, Elon Musk est triste. Le gouvernement indien a investi 125 crores de roupies dans le développement de l'appareil, ce qui équivaut à 23 milliards. Dans l'ensemble, le projet a coûté environ 74 millions de dollars américains et a été réalisé en seulement 15 mois. Échec et mat pour l'Europe et l'Amérique. Mangalyaan, le nom de la sonde indienne qui fonctionne avec succès en orbite autour de la planète rouge depuis le 24 septembre 2014, Mangalyaan signifie sonde martienne. Il est évident que les Indiens ont décidé de ne pas trop se compliquer la vie avec le nom de l'appareil. Incroyable, mais la Mars Orbiter Mission, c'est le nom international de Mangalyaan, a établi un autre record. Il fait partie des rares engins à avoir atteint l'orbite martienne dès la première tentative. Avant cela, seule l'Agence spatiale européenne avait réussi un tel exploit. En fait, la planète rouge est réputée pour sa perfidie bien connue. Presque toutes les sondes, qu'elles soient à sa surface ou en orbite comme satellite artificiel, connaissent périodiquement des échecs. Mais pas l'orbiteur. Il continue de recueillir des informations sur la planète et a déjà envoyé sur Terre de nombreuses images impressionnantes de Mars. Mais d'abord, parlons de la sonde elle-même. Mangalyaan, c'est 1337 kg, 7 kg de charge utile et de carburant. Sur cette masse, plus de 850 kg se sont consacrés au carburant, tandis que le poids des instruments est insignifiant, seulement environ 15 kg. L'appareil est équipé d'un moteur à carburant liquide, de panneaux solaires, ainsi que d'une série de gadgets nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à cette mission. En voici quelques-uns. Le spectromètre MSM est un instrument destiné à déterminer la concentration de méthane dans l'atmosphère de Mars. Comme on le sait, sa présence témoigne de la possibilité de la vie organique sur un corps céleste. HELUP est un photomètre de 2 kg conçu pour évaluer les pertes d'hydrogène par l'atmosphère de la planète rouge. MENCA est un instrument relativement volumineux qui étudie la partie la plus ténue de l'atmosphère martienne, l'exosphère. TIES est un thermomètre infrarouge qui aide à cartographier Mars et son sous-sol. MSS est une caméra optique couleur équipée de nombreux filtres. C'est grâce à elle que les astronomes terrestres obtiennent des images aussi détaillées et nettes. Compte tenu de la charge utile de Mangalyaan, on peut déterminer les objectifs que la sonde poursuivait en orbite autour de la planète rouge. Tout d'abord, l'appareil étudiait les couches atmosphériques de Mars et sa composition minéralogique. De plus, l'orbiteur a examiné en détail les caractéristiques de la surface martienne. Toutes ces tâches ont été brillamment accomplies par la sonde indienne. Il convient de noter que la présence d'un ordinateur de bord avancé, j'ai encore du mal à y croire, comme si je devais me pincer pour me réveiller, a transformé Mangalyaan en une station interplanétaire autonome capable de résoudre la plupart des problèmes de manière indépendante. Alors, qu'a vu la sonde sur Mars ? Il a réussi à observer beaucoup de choses que même les appareils surmédiatisés de la NASA n'ont pas réussi à observer. Commençons par le début. Sur la photo indiquée, c'est le cratère Pital. Ce cratère de 40 km se trouve dans le canyon d'Afir, nommé d'après un pays fabuleusement riche, rempli d'or et de pierres précieuses. Mais la région martienne portant ce nom ne se distingue pas par son luxe. Ce n'est qu'une zone désertique et rocheuse d'une immense cicatrice sur le corps de la planète, Valles Marineris. Le canyon Afir, qui fait partie du gigantesque réseau de cratères et de ravins, a été photographié par l'orbiteur à une distance de 1857 km et sur la photo, on voit clairement à quel point ses parois sont abruptes et escarpées.
La profondeur de l'objet est d'environ 10 km et sa longueur dépasse 300 km. La vallée Mariner elle-même a également été immortalisée sur les photos de Mangalyaan. Ce système complexe de labyrinthes et de cratères s'étend sur 4500 km, ce qui représente un quart de la circonférence de Mars. La largeur du canyon titanesque est de 600 km et sa profondeur atteint 11 km. En fait, c'est une fosse des Mariannes terrestres. Cette image montre une projection 3D de la vallée Mariner. L'appareil a également pu observer d'impressionnants cratères martiens, comme l'énorme cratère d'impact situé près de Huygens. Des fosses anciennes de 467 km apparues ici il y a des temps immémoriaux. La caméra de l'orbiteur a également capturé les cratères Gale et Komasolo. Le portrait de notre voisin poussiéreux serait incomplet si la sonde n'avait pas envoyé sur Terre une image de la plus haute montagne du système solaire, l'impressionnant Olympe. Sur cette photo, il est difficile de distinguer les détails et d'imaginer les véritables dimensions de la montagne. Mais remarquez que, comparé à elle, les falaises voisines semblent n'être que de pâles collines. Sur la photo en 3D, la puissance de l'Olympe se ressent beaucoup plus clairement. Cette montagne martienne est un volcan éteint depuis longtemps, dont la hauteur atteint 26 km depuis sa base. Si on le compare aux plus grands cratères terrestres, on en a le vertige. Son diamètre est de 540 km, toutes les régions de la Terre ne peuvent pas se vanter de telles dimensions. À elle seule, la caldeira atteint 85 km. Au sommet de l'Olympe, il n'y a pratiquement pas d'atmosphère. On y trouve un vide technique et la pression n'est que de 2% de celle de la surface. À titre de comparaison, sur l'Everest, ce chiffre atteint près de 25%. Mais tournons-nous vers des objets qui paraissent plus petits comparés à la taille de Mars. Par exemple, la sonde Mongolian a réussi à capturer un moment unique du minuscule Phobos passant devant le géant Mars. On ne peut pas dire le contraire, c'est un arrière-plan digne pour ce caillou minuscule. Et voici un autre cliché remarquable. Le volcan bouclier Arsia. Le diamètre de cette montagne, située au sud-ouest de l'Olympe, est de 435 km et sa hauteur est à peine inférieure à celle du Rocher des Dieux, 19 km. De plus, la caldeira d'Arsia était même plus vaste, sa largeur atteignant 110 km. On pense que la montagne est criblée de grottes apparues après d'importants éboulements. D'ailleurs, voici la même Arsia, mais cette fois entourée de nuages de vapeur d'eau. Est-ce que l'orbiteur n'a photographié que des détails de la planète tout ce temps, sans jamais la prendre en entier ? Bien sûr, il existe aussi des portraits complets de Mars. Ici, on voit clairement la calotte glaciaire de l'astre installée sur l'un de ses pôles. Et sur cette photo, on peut observer l'atmosphère de la planète. Mais tout finit un jour. Nous quittons la mission indienne qui a clairement prouvé que l'Europe et les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir de la ressource. Si l'un d'entre vous s'est demandé pourquoi une sonde était nécessaire à un pays pauvre, submergé par les déchets, écoutez la réponse d'un des responsables indiens. Nous entendons souvent l'argument selon lequel un pays pauvre n'a pas besoin d'un programme spatial et ne peut pas se le permettre. Mais si nous n'osions pas rêver de grandeur, nous resterions une nation qui coupe du bois et puise de l'eau. L'Inde est aujourd'hui trop grande pour rester à la traîne des hautes technologies. Le mont Olympe est un lieu légendaire bien connu de tous les amateurs de mythologie grecque. C'est au sommet de l'Olympe que résident les dieux, dirigés par le puissant et sage Zeus.
Dans notre système solaire, et plus précisément sur Mars, il existe une montagne portant le même nom. Certes, aucun dieu olympien n'y réside, mais cela ne la rend pas moins étonnante. Le mont Olympe et plusieurs autres volcans situés dans la région de Tharsis sont suffisamment élevés pour s'élever au-dessus des fréquentes tempêtes de poussière martienne observées par les astronomes dès le 19e siècle. Le vaisseau spatial Mariner 9 est arrivé en orbite autour de Mars en 1971 alors qu'une importante tempête de poussière faisait rage sur la planète. Quand la poussière est retombée, les sommets des volcans de Tharsis ont été les premiers objets visibles. Les observations de la planète, grâce à Mariner 9, ont confirmé que Nix Olympica, c'est ainsi qu'on appelait autrefois le mont Olympe, était un volcan. Finalement, les astronomes ont adopté le nom Olympus Mons, ou comme nous l'appelons habituellement, le mont Olympe. On considère que le mont Olympe sur Mars est la plus haute montagne du système solaire. De plus, c'est aussi un volcan éteint. La montagne mesure 26 km de haut. Comparez cela avec le mont Everest sur Terre, dont la hauteur est d'environ 8,8 km. L'Olympe est presque 2,5 fois plus haut. En plus de son incroyable hauteur, le mont Olympe peut se vanter d'une superficie gigantesque. Le diamètre de la montagne est d'environ 600 km, ce qui est comparable à la superficie de certains pays européens comme la France. À quoi ressemblerait l'ascension de cette montagne ? Qu'est-ce qui attendrait une personne décidant de défier le géant martien ? Pour commencer, il devra d'abord se rendre sur Mars. La lumière met 12 minutes pour atteindre la planète rouge. Et cela signifie que le rover martien met 12 minutes pour recevoir un signal de la Terre et effectuer une action. Imaginez que vous jouez à votre jeu de tir préféré et que votre personnage réagit à l'appui sur un bouton avec 10 minutes de retard. Mars n'est pas si proche de la Terre, même s'il se trouve dans le système solaire, il faudra environ 7 mois à un vaisseau spatial pour faire ce voyage. En approchant de la planète rouge, il est presque impossible de ne pas remarquer le mont Olympe. C'est vraiment un spectacle majestueux. Elle ressemblera à une gigantesque plateforme, presque parfaitement plate, qui se détache à la surface de la planète même à travers la brume. Si vous souhaitez y grimper, il vous faudra atterrir tout au bord de cette élévation. Mais il n'existe pas beaucoup d'itinéraires accessibles du pied de la montagne jusqu'à son sommet. Les pentes de l'Olympe sont assez raides. La plupart de ces formations volcaniques atteindraient à peu près la hauteur de l'Everest. Cependant, il existe un itinéraire optimal qui part des contreforts nord-est de l'Olympe jusqu'au sommet même de la montagne. La montée sera presque imperceptible. À peine 5 degrés, vous ne le sentirez presque pas. Ça a l'air plutôt bien. Votre itinéraire vient de devenir beaucoup plus simple. Mais n'oubliez pas que vous ne pourrez vous déplacer qu'à une vitesse maximale de 8 km par heure. Même si vous marchez 13 heures par jour, il vous faudra environ 2 jours pour atteindre le sommet. En admettant la possibilité même d'une telle ascension, ainsi que le fait même d'un voyage fantastique d'un homme sur Mars, nous sommes convaincus que le voyageur aura besoin d'un ensemble complet de gadgets technologiques pour cette ascension. Vous aurez absolument besoin d'un système de navigation précis à l'approche du sommet. Mais n'oubliez pas l'essentiel et le plus naturel. Vous devez avoir suffisamment de provisions avec vous pour ce voyage difficile. La gravité sur Mars vous permet de vous sentir 2 fois plus léger que sur Terre. Ce n'est pas si mal compte tenu des 200 km que vous devez parcourir. Même un saut ordinaire sera beaucoup plus puissant que sur Terre. Votre poids diminuera considérablement. Si vous pesiez 70 kg sur Terre, sur Mars, vous ne pèseriez qu'un peu plus de 28. Remerciez la gravité martienne. Mais poursuivons notre voyage. À première vue, vous aurez l'impression que le vaisseau a manqué sa cible et atterri au mauvais endroit. Il n'y a aucune montagne de 26 km à proximité. Mais c'est une illusion. En raison de sa grande superficie, la surface de l'Olympe s'élève progressivement. Le sommet se trouve quelque part loin derrière l'horizon. Une pente de seulement 5 degrés vous donnera l'impression de marcher sur une surface parfaitement plate, alors qu'en réalité, vous vous dirigez vers le sommet de la plus haute montagne du système solaire. Les étoiles seront bien plus nettes la nuit qu'elles ne le sont sur Terre. Cela est dû à la composition particulière de l'atmosphère martienne, ainsi qu'au fait qu'elle est beaucoup plus fine que celle de la Terre.
porter votre attention sur notre terre natale, vous la verrez aussi mais 12 minutes plus tôt. Tout vous rappellera l'étrangeté du monde dans lequel vous vous trouvez. Le ciel sur Mars a une teinte orangée, mais au lever du soleil, que vous verrez forcément pendant l'ascension, il devient bleu. Sur Terre, comme on s'en souvient, c'est l'inverse. Après 2 jours de voyage, en contournant les canaux de lave refroidie et en évitant les cratères, vous atteindrez enfin le sommet du mont Olympe. Elle se compose d'un ensemble de caldeiras, des bassins d'origine volcanique avec des parois assez abruptes et un fond relativement plat. À cette altitude, l'atmosphère est encore plus ténue, donc vous ne verrez pas la teinte orange habituelle du ciel. Il deviendra beaucoup plus sombre, presque nocturne, avec des étoiles clairement visibles. Imaginez simplement la sensation d'une personne montant pour la première fois sur l'Olympe martien. Ici, on voit l'itinéraire qui passe par le mont Sharp. L'étoile verte indique l'emplacement du rover après le trajet du 16 avril 2015. La carte couvre une zone d'environ 2 km de large. Et maintenant, observons la vie des robots. La station de surveillance environnementale du rover comprend des capteurs de température et d'humidité installés sur le mât du rover. Cette image est un gros plan d'une veine minérale bicolore à un endroit appelé Garden City, sur le mont Sharp. Et où est le rover? Ne s'est-il pas perdu? Le véhicule martien sur cette image peut être vu dans la région de Pahrump Hills, dans le cratère Gale. Sur cette photo, prise le 13 janvier 2015, on voit les résultats du test de la mini-perceuse nécessaire pour évaluer la roche Mojave. Maintenant, le rover sait s'il peut forer à pleine profondeur pour collecter des échantillons. Ce graphique présente une comparaison entre la quantité de composés organiques, appelé chlorobenzène, trouvé dans l'échantillon de roche Cumberland et sa quantité dans les fragments de 3 autres types de Mojave. Vous vous retrouverez au fond d'un ancien plan d'eau. Les signes du lit d'un ancien lac martien montrent un schéma typique de dépôts sédimentaires au fond, non loin de l'endroit où l'eau entrait dans le bassin. Cette série d'images reconstitue la géologie de la région autour du mont Sharp où le rover s'est posé. Les images ont été modifiées pour illustrer comment les dépôts peuvent s'accumuler en zones alternées. L'image montre un exemple de roche à fine couche, uniformément stratifiée, que l'on trouve dans l'affleurement de Pahrump Hills à la base du mont Sharp. Ce type de roche peut se former sous la surface calme d'un lac. Des cristaux en forme de losange sont visibles sur cette image agrandie d'une roche martienne appelée Mojave. Ces caractéristiques enregistrent la concentration de sel dissous, supposément en altitude. Cette image montre un exemple de stratification entrecroisée qui se forme lorsque l'eau traverse une couche meuble de sédiments. Cette image montre des bandes nettes de tons de luminosité alternées à l'intérieur de la formation Murray sur Mars. De telles bandes sont assez courantes, bien que leur origine soit inconnue. La photo montre une mesa dans la région de Murray Buttes. Et la dernière image montre un trou dans le sol martien lors de tirs laser répétés du rover martien. Ce film au ralenti de 16 images montre comment des tirs laser répétés entraînent la formation d'un trou dans le sol martien. La zone du sol incluse dans l'image mesure environ 28 mm de diamètre. En regardant toutes les images proposées, une personne qui n'a jamais visité Mars pourra se faire une idée approximative des paysages qui attendent les colons ayant osé s'installer sur la planète rouge. Un paysage pas très accueillant, n'est-ce pas? Et la météo n'est pas réjouissante non plus. Il y a une consolation, peut-être qu'au bout de plusieurs millénaires, nous réussirons à terraformer notre voisin poussiéreux et à en faire un clone de la Terre. Alors, tant que cela n'est pas arrivé, dépêchez-vous de profiter des authentiques paysages martiens. Le rover martien nommé Curiosity a enregistré à la fin de l'année dernière une image à 360 degrés en haute résolution de son emplacement sur Mars.
La scène panoramique a été assemblée à partir de plus de 1000 images prises par la caméra Mastcam. Derrière le rover, on peut voir des zones riches en argile, ce qui témoigne de la présence d'un environnement aquatique sur Mars dans des temps immémoriaux. Les images utilisées pour créer ce panorama ont été enregistrées à partir du 24 mars. Les images ont été enregistrées jusqu'au 1er décembre 2019 entre midi local et 14 heures afin d'assurer un éclairage constant. Vous avez sûrement tous entendu parler de Curiosity. Conçu par les ingénieurs de Boeing et Lockheed Martin, le rover martien pesant 899 kg a décollé de la Terre le 26 novembre 2011 à bord de la fusée Atlas Inc 541 et a atterri dans le cratère Gale le 5 août 2012. En 2694 jours martiens, il a parcouru environ 22 km et envoyé près de 700 000 photos. La durée de fonctionnement prévue de Curiosity est de 23 mois terrestres. Cependant, le courageux pionnier martien a largement dépassé ce délai grâce à son RTG de 3 kW. Il fonctionne bien au-delà de la durée prévue et n'utilise pas l'énergie solaire, contrairement à la plupart des appareils similaires. En 2020, la durée de séjour de Curiosity sur la planète rouge atteignait presque 8 ans. Comparez les photos du rover tout neuf, prêt pour le voyage en 2012, et de l'explorateur chevronné, couvert de poussière accumulée au fil des années, en 2020. Rappelons-nous l'histoire du long voyage du laboratoire scientifique martien qui a été très justement nommé Curiosity, c'est-à-dire la curiosité. En 2012, le rover a atterri dans le cratère Gale, nommé en l'honneur de Walter Gale, un astronome amateur qui observait Mars à la fin du 19e siècle et a décrit les canaux qu'il avait réussi à distinguer à sa surface. Le principal point d'intérêt et l'objectif de Curiosity était le centre du gigantesque cratère, plus précisément le sommet qui s'élève au centre du cratère, appelé le mont Sharp, ou autrement dit le mont Aeolis. Amener le rover sur Mars était déjà une tâche très difficile, alors que dire de le faire monter au sommet de la montagne? L'itinéraire était extrêmement risqué, mais grâce aux photos prises par le rover lui-même ainsi qu'aux images orbitales, les spécialistes ont réussi à créer une carte 3D de la région. Un itinéraire optimal a été trouvé avec plusieurs points d'intérêt à visiter en chemin. Le premier de ces points a été la dépression de Yellowknife Bay. La surface ici était autrefois remplie de roches sédimentaires apportées par des flux d'eau depuis le bord du cratère Gale. Ici, un environnement favorable à la vie microbienne s'est formé et la vie microbienne y a presque certainement existé dans un passé lointain. La crête rocheuse de Point Lake est devenue une sorte de frontière entre Yellowknife Bay et les collines de Paramp. La hauteur de cette petite crête est d'environ 1 mètre, mais même une telle hauteur aurait pu représenter un problème important pour Curiosity. La direction initialement choisie semblait trop raide, c'est pourquoi il a été décidé d'envoyer le rover sur un itinéraire plus pratique. Curiosity monte plus haut. Il se retrouve dans les collines de Paramp, au pied même du mont Sharp. Ensuite, un paysage étonnant, la formation Kimberley. Les roches que l'on a pu observer dans cette région confirment que le cratère contenait une réserve d'eau assez importante. Ici, le rover se retrouve non loin des veines minérales affleurantes de Garden City. Les photographies de cette formation géologique sont d'une grande importance pour la science, car elles illustrent clairement la fracture des veines dans des failles étroites et même profondément enfouies. La pierre Whale Rock ou pierre de la baleine. Ceci est un exemple frappant tiré du manuel de géologie de stratification entrecroisée des couches de roches, également connu sous le nom de stratification croisée. Ce phénomène représente une superposition à l'intérieur d'une couche et sous un angle par rapport au plan principal de dépôt. En conséquence, les structures sédimentaires forment des unités à peu près horizontales, composées de couches inclinées. Seule l'eau ou les courants d'air peuvent exercer un tel effet sur la roche. Bienvenue au prochain point de l'itinéraire des dunes de Bagnold.
Le paysage ici est radicalement différent de ce que nous avons vu auparavant. On peut dire qu'il devient vraiment extraterrestre. La dune Namib, qui se distingue particulièrement, mesure environ 4 mètres de haut. Ces images ont immortalisé des dunes de sable pour la première fois en dehors des déserts terrestres. Malgré la beauté incroyable de ces lieux, les sables recèlent un danger. Ici, Curiosity a eu du mal à ne pas connaître le même sort tragique que le précédent rover martien Spirit. En mai 2009, il s'est enlisé dans un piège de sable et n'a pas pu s'en sortir. Le dernier contact de Spirit avec la Terre a eu lieu le 22 mars 2010. Après avoir surmonté tous les dangers, la route de Curiosity passe par le plateau rocheux Murray Butts. C'est là que le voyageur martien s'est souhaité un joyeux 4e anniversaire en chantant la célèbre chanson anglaise. Aux félicitations se sont naturellement joints tous les employés de la NASA qui s'inquiètent sincèrement pour leur protégés. Enfin, notre rover descend du plateau et retourne aux dunes de Bagnold, se retrouvant devant une petite élévation appelée Ogunquit Beach. Et voilà, roulement de tambour, Curiosity se trouve dans la partie basse du mont Sharp. Cet endroit s'appelle Vera Rubin Ridge. La géologie inhabituelle de cet endroit a été façonnée par le vent. Au sommet de la crête, on a une vue sur tout le chemin que le rover a déjà parcouru. À un endroit appelé Glen Etive, Curiosity s'est accordé une pause et a pris un selfie. Tous les doutes concernant la présence d'eau sur Mars ont disparu lorsque le rover s'est retrouvé dans la région de Teal Ridge. Une planète aussi lointaine qui suscite depuis longtemps la tentation chez les humains de la coloniser. Et ce n'est pas surprenant, car malgré tous ses défauts, c'est probablement le seul endroit en dehors de la Terre qui pourrait être conquis par nos pionniers dans un avenir proche. Quels défis attendent ceux qui décident de renoncer à la vie terrestre et de commencer la conquête de la planète rouge? Comme tous les êtres humains sur Terre, ils auront besoin des éléments essentiels de notre vie quotidienne. Nourriture, eau, abri et protection individuelle. En d'autres termes, des habits. Et comme l'atmosphère de Mars est composée à 95% de dioxyde de carbone, à 4% d'azote et d'argon, un peu d'oxygène ne leur ferait pas de mal non plus. Commençons par la substance où notre vie est née, l'eau. Il paraît qu'il n'y a pas d'eau sur Mars, et comme vous pouvez l'imaginer, la porter là-bas n'est pas très pratique non plus. Nous nous empressons de vous informer que l'absence d'eau sur cette planète est un mythe, que la sonde Phoenix a détruit le 30 juillet 2008 en trouvant de l'eau dans l'un des échantillons de sol martien. Et tout comme Phoenix, nos pionniers devront la trouver dans les profondeurs de cette planète vraiment inhospitalière. Le rover Opportunity a découvert des minéraux qui ne peuvent se former en l'absence d'eau. L'eau sur Mars existe sous forme de glace dans les calottes polaires, ainsi que dans la cryosphère, sous la couche superficielle du pergélisol. Il existe une hypothèse selon laquelle des lacs reliques se trouvent sous les calottes polaires martiennes. En effet, il y a longtemps, nous n'aurions jamais pu imaginer cela, et maintenant nous avons des photos d'un véritable brouillard de vapeur d'eau sur Mars. D'ailleurs, c'est une autre source d'eau. Les scientifiques ont déjà mis au point des sortes de déshumidificateurs qui extraient l'eau de l'air. Donc, en théorie, nos colons n'auront pas à souffrir de la soif. Et qu'en est-il de la nourriture ? Bien que l'élevage soit encore loin d'être possible dans les conditions martiennes, nous sommes néanmoins capables de cultiver des pommes de terre et d'autres légumes. Les serres nous y aideront. Ce sont des serres, mais en aérogel plutôt qu'en bois et film plastique. On utilise déjà l'aérogel dans les rovers martiens pour éviter que des composants importants ne refroidissent de trop pendant la nuit martienne. Ses propriétés d'isolation thermique sont jusqu'à 7,5 fois supérieures à celles du polystyrène, tout en étant pratiquement transparent et beaucoup plus léger. Un dôme fabriqué avec ce matériau, d'à peine quelques centimètres d'épaisseur, réchauffe tellement une imitation terrestre du sol martien qu'il peut soutenir la vie végétale sans chauffage supplémentaire. De plus, le matériau utilisé pour fabriquer l'aérogel est très répandu. Il s'agit du sable qu'on trouve en abondance sur Mars. Et tant que nous n'aurons pas construit de serre sur Mars, il nous faudra nous contenter de la nourriture terrestre.
Cependant, sans oxygène, toute l'idée de colonisation n'a aucun sens. Comment pourrions-nous survivre sans oxygène dans l'atmosphère pendant au moins plusieurs années ? Et là, revenons au début de la vidéo, et rappelons-nous que l'atmosphère de la planète contient déjà 95% de dioxyde de carbone. Et comme on le sait, il contient de l'oxygène, c'est pourquoi des scientifiques du MIT ont imaginé et même construit un appareil qui va transformer le dioxyde de carbone en oxygène. Ce miracle de la technologie s'appelle MOXIE. La transformation se fera en 2 étapes. Dans la première, le dioxyde de carbone est collecté et comprimé. Dans la deuxième étape, grâce à l'électrolyse, il est transformé en monoxyde de carbone et en oxygène atomique, qui finit par former de l'oxygène moléculaire. Où allons-nous vivre ? Pour les audacieux, même une cabane ferait l'affaire. Mais cette question est posée autant par une fille à son petit ami que par les futurs habitants de la planète aux esprits scientifiques. Et ici, il vaut la peine de se tourner à nouveau vers l'histoire, qui se répète souvent, et plus précisément vers l'histoire de nos ancêtres. Ils vivaient dans des grottes, dans des endroits où il y avait déjà des murs et un toit. Les premiers martiens devront probablement eux aussi vivre dans des grottes artificielles, des grottes et des tunnels. Ce n'est qu'en dessous de la surface de Mars qu'on pourra au début se protéger du climat rigoureux de cette planète, ainsi que des effets terribles des radiations. Après les grottes, nos ancêtres ont bâti des habitations. Pourquoi ne pas, une fois installés sur Mars, construire aussi des maisons ? Il s'est avéré que le sol martien, dans l'ensemble, convient à la fabrication de matériaux de construction. Et la NASA a également étudié cette question. Il prévoit d'ajouter du plastique polymère aux briques, de les mettre au micro-ondes, et ensuite nous pourrons construire des bâtiments avec de vrais murs épais. Si nous pouvons construire une maison pour nous-mêmes, la question de la protection individuelle est beaucoup plus compliquée. Dans les conditions martiennes, créer une combinaison de protection est presque impossible. C'est pourquoi il faudra s'en occuper sur notre planète d'origine. Nous devrons concevoir des vêtements spéciaux qui bloqueront les radiations et garderont l'être humain au chaud. Mais ce n'est pas tout. Sur Terre, il y a au-dessus de nous une couche d'atmosphère de plusieurs kilomètres d'épaisseur qui exerce constamment une pression sur nos corps et nous y résistons en permanence. Sur Mars, il n'y a pratiquement pas de pression atmosphérique, c'est pourquoi les os et les muscles des astronautes subiront inévitablement des changements. Dans l'espace, la densité osseuse diminue de 1% par mois, tandis que la masse musculaire diminue de 3% par mois. À titre de comparaison, sur Terre, chez les personnes âgées, la même quantité de force osseuse et musculaire est perdue en 1 an au cours du vieillissement. Une telle perte n'est peut-être pas un gros problème dans l'espace. Bien sûr, en apesanteur, les gens pourront accomplir des exploits de force surhumaine. Cependant, lors du retour dans un environnement gravitationnel, la perte de muscles et d'os réduit la capacité physique et augmente considérablement le risque de fracture. À ce jour, les scientifiques n'ont pas trouvé de meilleure solution que l'entraînement physique. Les astronautes à bord de l'ISS font environ 2h30 d'exercice physique par jour. Et malgré cette quantité d'exercice, la condition physique des astronautes diminue de 25% en seulement 6 mois. C'est pourquoi il est tout à fait probable que les équipages arriveront sur Mars dans un état assez faible et fragile. L'inquiétude, c'est que s'ils ne peuvent rien faire pour retrouver leur force et la solidité de leurs os une fois à la surface de Mars, ils ne pourront pas rentrer chez eux. Les scientifiques ne cessent de chercher des moyens de préserver la santé des astronautes pendant les missions spatiales de longue durée, y compris le vol vers Mars. Par exemple, des tentatives sont en cours pour créer des dispositifs capables de recréer la gravité terrestre. Une autre étape intéressante sera le développement ultérieur de ce qu'on appelle des exosquelettes. Le résultat de tous les efforts de l'humanité pour coloniser Mars sera la terraformation de la planète, c'est-à-dire la transformation complète de sa surface et de son atmosphère. Cela pourrait nous prendre plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années. C'est une période gigantesque pour un individu, n'est-ce pas ? Mais que représentent ces siècles si l'objectif est aussi global et grandiose ? L'essentiel est de croire qu'il n'y a rien d'impossible pour nous, les êtres humains. L'humanité n'arrête pas de progresser, et ce qui nous semblait inaccessible hier fait déjà partie intégrante de notre vie quotidienne aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout, n'oubliez jamais de rêver. Rappelez-vous que les rêves finissent par façonner notre réalité.
Et voici les textures que le rover Curiosity a étudiées sur une dune martienne. Cette image montre deux échelles de rides. Cette image montre une colline sombre appelée colline Irizon qui s'élève à environ 5 mètres au-dessus des matériaux rouges en couche et exposés qui recouvrent les pentes du mont Sharp. Voici une carte indiquant l'itinéraire parcouru par le rover Curiosity depuis l'endroit où il a atterri en août 2012 jusqu'à sa position en juillet 2017. 1750. Ainsi que le trajet prévu vers des couches géologiques supplémentaires du mont Sharp. Vous pensez qu'il n'y a pas de Barkens sur Mars semblables à ceux de la Terre? Vous vous trompez lourdement. Admirez Nathan Bridges, une dune sur la montagne martienne. Elle a été l'un des arrêts de recherche de la campagne d'étude des dunes actives de Mars. Nathan Bridges, 1966-2017. Cette mission, il existe aussi sur la planète rouge des tourbillons uniques. Les diables de poussière dansent dans une séquence d'images prises le 12 février 2017. Un diable de poussière passe près d'une dune de sable martienne. Admirez un diable de poussière martien dans le cratère Gale, sol 1597. Vous savez, ça fait déjà beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Je pense qu'on va reporter l'histoire à la prochaine vidéo. Et pour qu'elle sorte, faites le triple rituel magique. Déplacez le curseur tout-puissant sur le pouce sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications des nouvelles vidéos. Pour cela, il faut cliquer sur ce bouton et appuyer sur cette cloche. Faites-le et l'univers vous le rendra sûrement. Merci pour votre attention et à très bientôt.